Chers amis de l'économie, bonjour. Il y a un peu de friture sur la ligne gouvernementale quand on parle retraite, quand on parle sortie du grand débat. Et d'ailleurs, j'ai choisi d'appeler ce périscope « Retraite, des chiffres et des nions ». Vous savez ce que c'est que les nions? C'est quand on se distribue des bourre-pifs. Ce sont des bourre-pifs politiques, ça se fait à distance, là, par l'intermédiaire de déclarations à la radio, à la télévision. On a l'impression qu'il y a deux camps. Il y a d'abord la promesse du président Macron, c'est 62 ans, s'agissant de la retraite, on n'en bouge pas. Et puis à Matignon, il y a ceux que Jean-Paul Delevoye appelle les cons de Matignon, ceux qui voudraient changer les règles. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est le haut commissaire. Donc, je vous propose aujourd'hui, avec mon invité Bernard Vivier, de prendre un petit peu le temps de la réflexion. On va rappeler que la politique, c'est d'abord de l'économie, c'est de l'argent. On se demandera où commence le probable et où s'arrête le possible. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission, on s'intéressera au grand débat. Comment en sortir, sachant que les gilets jaunes ne veulent pas nécessairement ce que veulent tous les Français. Donc il y a un problème d'arbitrage là aussi. J'attends votre point de vue. 4 26 26, Twitter, @PascalPerry avec le hashtag Périscope. Pour commencer les retraites, donc ils ont remis plutôt 1 euro dans la machine sur l'âge de départ à la retraite. On se focalise d'ailleurs, à mon sens, un peu trop sur cette borne des 62 ans. Je pense que c'est pour partie un faux débat. D'abord parce qu'en France, l'âge moyen de départ à la retraite, il est supérieur à 62 ans aujourd'hui, c'est presque 63. Parce que les catégories actives, c'est quand même 760 000 Français sont protégés. Les catégories actives, ce sont les Français qui travaillent, qui sont exposés à des charges exceptionnelles, à des fatigues longues. Et donc, évidemment, ils partent en retraite un petit peu avant. Et puis, je pense qu'il faut aborder la question les yeux ouverts. Je vais vous proposer, pour vraiment comprendre, poser le problème, vraiment comprendre ce qui se passe, quel est le ratio entre ceux qui cotisent et ceux qui reçoivent. Regardez comment il a évolué. En 1960, ce sont les chiffres du corps. C'est le site Vie publique, c'est un site gouvernemental. 1960, vous avez 4 actifs pour un retraité. 2010, 1,8 actifs pour un retraité. 2050, 1,2 actifs pour un retraité. Et je pense qu'à trop finasser sur l'âge de départ, on oublie que la première des inégalités, elle concerne les différences de traitement entre le public et le privé, la subvention d'équilibre annuel de l'État pour les régimes spéciaux, en substance, de ses agents d'un seul régime, qui comprend des civils et des militaires, c'est 42 milliards d'euros chaque année versés par l'État. C'est une forme de fiscalisation de la retraite, Bernard Vivier. Ça veut dire que, d'ailleurs, il y a un grand flou autour de la cotisation des agents publics. On sait que le taux de cotisation de l'État, qui est l'employeur, est très élevé. C'est 72% pour les personnels civils, 135% pour les personnels militaires. Et là, d'ailleurs, on comprend. Les militaires, ils ont une fonction un peu particulière dans la société. Il faut les protéger. Ils ne peuvent pas avoir de carrière très longue. Mais on voit bien qu'il y a une différence de traitement. Peut-être que la première des inégalités, et on oublie d'en parler aujourd'hui, c'est ça. Oui, bien évidemment. Et d'ailleurs, c'est la mesure choc phare d'Emmanuel Macron sur la question des retraites en disant « Quand j'ai dans ma vie professionnelle cotisé 1 euro, je souhaite pouvoir toucher en retour 1 euro, quel que soit mon statut, fonctionnaire, privé, entrepreneur, artisan, commerçant, donc le régime universel. » Et puis, le deuxième élément fort, et vous l'avez dit, c'est le président de la République qui est tenu par sa promesse électorale, je ne toucherai pas à l'âge de 62 ans. Alors tout ceci, ça crée un choc. Oui. Il ne faut pas oublier que nous sommes en difficulté sur ce système de retraite depuis des dizaines d'années. C'est en 1991 que pour la première fois, Michel Rocard avait rédigé un livre blanc où il avait mis tout sur la table. Oui, et tout était là d'ailleurs. Depuis 1991. Absolument. Alors on a fait des réformes, mais on n'a pas fait la grande réforme à laquelle le président de la République veut s'atteler. Il y va prudemment, il a nommé Delevoye comme haut commissaire aux réformes. Aujourd'hui, on a une petite cacophonie. On ne sait pas très bien si c'est bien calculé, pas calculé. Le propos d'Agnès Buzyn, ministre de la Santé, en disant il faudrait peut-être passer au-dessus de 62 ans. Donc des remous, y compris à l'intérieur. À l'Élysée, Matignon, vous l'avez dit vous-même, et de c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Delevoye. C'est Delevoye. Bon, qui aurait parlé des cons de Matignon. Mais voilà. On peut dire ça amicalement aussi de ses amis. Ce qui veut dire par là, c'est que il avait trouvé pratiquement un compromis avec les syndicats avec qui il négocie, c'est-à-dire qu'on garde les 62 ans, puis on fait des décotes et des surcotes. Je veux dire, ça passait bien, et puis badaboum. Oui. Vous savez, dans notre pays, il y a des totems auxquels il ne faut pas toucher. Par exemple, les 35 heures. On ne touche pas aux 35 heures. Mais en fait, en France, combien de temps travaille-t-on chaque semaine en moyenne? 39 heures.
Vous l'avez dit tout à l'heure, à quel âge, en moyenne, prend-on sa retraite? Pas à 62 ans, mais pratiquement à 63 ans. 62,8. Oui. En Allemagne, l'âge légal de la retraite est à 65 ans. Et l'âge légal va passer en Allemagne en 2021 à 67 ans. Donc, il y a des raisons économiques, il y a des raisons démographiques. Parce que la vraie injustice, elle est sur les générations qui viennent. C'est ça. Les garçons et les filles qui ont aujourd'hui 20, 30 ans, 35 ans, ils savent qu'ils n'auront pas la retraite de papa ou de grand-papa qui aujourd'hui sont à la retraite. Donc ça va être un gouffre terrible. Et nous avons besoin, évidemment, de ne pas laisser le gouffre s'agrandir parce que nous avons une retraite par répartition. Nous y tenons beaucoup à cette solidarité par génération. Si nous ne pensons qu'aux générations actuelles, nous sommes fautifs et nous donnons le chèque à payer aux enfants, aux petits-enfants. C'est grave. C'est tout l'arbitrage entre revenus d'aujourd'hui et revenus différés. En fait, la retraite, c'est ça. C'est je cotise aujourd'hui, je bénéficierai de la solidarité demain, mais il faut qu'il y ait quelqu'un pour cotiser aujourd'hui pour ceux qui sont à la retraite. J'ai l'impression, au passage, puisqu'on parlait des chiffres, que les candidats à l'élection présidentielle se piègent eux-mêmes. Vous vous rappelez de la taxe à 75% de François Hollande? Bon, ça l'a piégé. Les 62 ans de Macron, c'est une espèce d'épine dans le pied, là, et on voit bien que ça bloque le débat, alors que finalement, on aurait des solutions techniques. Alors, je vous invite à écouter deux voix dans la majorité, deux voix différentes pour évoquer le même sujet. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il y a une immense polémique, il y a des différences d'appréciation entre les uns et les autres. Vous parliez d'Agnès Buzyn, eh bien, elle livre une nouvelle explication de texte ce matin sur Europe 1. Elle revient sur ses propos, mais vous allez voir, pour les confirmer. Notre durée de vie augmente. Et j'ai simplement dit que dans une société où la durée de vie augmente, il faudra qu'on se pose la question à un moment, quand le nombre de personnes retraitées sera peut-être un jour supérieur au nombre d'actifs, de travailler plus longtemps. Je pense qu'on ne peut pas ne pas se poser la question aujourd'hui. Et moins on anticipe cela, plus ça va être difficile de régler ce problème dans les 10 ou 15 ans qui viennent. Voilà, alors elle n'a pas tort, hein. Techniquement elle a parfaitement raison. On peut repousser la poussière sous le tapis, se dire après tout nos gamins paieront. C'est peut-être pas une logique très loyale vis-à-vis des générations qui viennent, d'autant que, on le reprécisait, Bernard Vivier, on est dans une logique intergénérationnelle. À défaut, on passe dans un système par capitalisation, vous mettez de l'argent de côté, vous pouvez l'investir dans des fonds de placement comme les Américains, et puis le jour où la bourse s'effondre, vous n'avez plus rien. Donc il faut faire un vrai choix, parce que c'est un choix de société, en réalité. Deuxième voix dans la majorité, c'était ce matin sur LCI. Emmanuel Vargon était l'invité de Christophe Jacubizine. Et comme on le dirait sur France Inter, écoutez la différence. Cette réforme des retraites, qui est en cours de concertation avec toutes les parties prenantes, elle ne porte pas sur l'âge de la retraite. Et elle pose aussi la question de la durée du travail pendant toute la vie. Et cette question, c'est une question devant nous, qui est très ouverte, qui n'est pas dans la réforme des retraites actuelle. Bien. Explication de texte, Bernard Vivier. Les deux déclarations ne sont pas du tout antinomiques. Pas du tout, non. La première déclaration, elles sont différentes, mais elles se complètent très bien. Et on voit bien la sortie du problème. Parce que aujourd'hui, que dit Agnès Buzyn? Elle dit, on a des chiffres, l'espérance de vie grandit. En 40 ans, l'espérance de vie a grandi de 5 ans. Mais dans les années qui viennent, dans les 40 ans qui vont venir, elle va également grandir à peu près de 5 ans aussi. Ça va être extraordinaire. On va mourir plus vieux. Donc, partir à la retraite avec une espérance de vie supérieure à celle de nos anciens n'est pas une chose incompréhensible. Les jeunes générations le ressentent. J'étais tout à l'heure dans un groupe de jeunes cadres qui avaient tous en moyenne une trentaine d'années. Quand on leur parle du débat sur la retraite, ils regardent en disant « mais attendez, où sommes-nous? C'est pas pour nous ». Et dans le même temps, la question de la solidarité entre générations est quelque chose de très important. Les Français, ils sont attachés à la retraite par répartition. Donc, la façon de procéder, elle est comme pour les 35 heures. On ne touche pas aux 35 heures, simplement les heures supplémentaires, puisque ça sert à ça, les 35 heures, à déterminer le seuil à partir duquel on paye des heures supplémentaires. Ben, ces heures supplémentaires, elles vont coûter pas trop cher, donc le coût du travail ne va pas être trop élevé. Pour la retraite, c'est un peu le même mécanisme. Elles sont défiscalisées, désocialisées. Bien sûr, et pour les retraites, ça va être... On peut faire un peu la même chose. Vous voulez partir à 62 ans, pas de problème, vous partirez avec les points que vous avez. Si vous voulez partir un peu plus tard, vous aurez une
cote, une retraite un peu améliorée. Sinon, vous aurez une retraite en fonction des ressources que le pays peut dégager. Mais vous voyez qu'il y a un débat qui est quand même très émotionnel. Vous voyez, en bas de l'écran, retraite, je dis, on est jeune à 62 ans. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont très envie de continuer à travailler à 62 ans. J'ai reçu beaucoup de messages sur Twitter aujourd'hui de téléspectateurs qui disaient en substance, je suis très heureux de continuer à travailler. Il y a le cas, et c'est ça, vous voyez, que j'ai du mal à percevoir. En France, on sait qu'il y a des gens qui sont très exposés. Dans les messages du jour que j'ai reçus, il y en a aussi qui me disent, écoutez, j'ai 60 ans, j'en ai ras-le-bol, j'ai eu un travail de force. Donc il faut les mettre de côté, ces gens-là. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à dire simplement une réalité simple qui est qu'on n'est pas tous égaux face au travail, d'abord face aux revenus du travail, face à la pénibilité du travail, et que le régime universel ne sera pas nécessairement un régime unique. Bien sûr, c'est le gros dossier très délicat des pénibilités, de la pénibilité, et faire supporter au système de retraite le coût de la pénibilité est un calcul délicat. Parce que c'est un thème que les branches professionnelles peuvent aborder. Et dans les branches professionnelles, on peut parfaitement aborder la question de la pénibilité, des contreparties, des compensations monétaires, âge de retraite, temps de travail, et un système unique global n'est pas forcément le plus efficace, vous venez de le dire. Intéressant, Marjorie Labru sur Twitter dit qu'il faut que tout le monde joue le jeu pour que ça marche. Si on est au chômage à 55 ans, ça va être compliqué d'attendre 65. Donc, il faut que les entreprises jouent le jeu. On l'a déjà dit d'ailleurs dans Periscope, il faut employer les seniors. Au passage, le taux d'emploi des seniors, il remonte. Il remonte. C'est-à-dire, on est sorti, j'aime pas cette expression, on est sorti de la mode du jeunisme pour s'apercevoir que les gens qui ont un peu de bouteille dans une entreprise, ça représente un vrai capital immatériel. Oui, et ça c'est une question très importante qui touche même à la gestion des ressources humaines dans les entreprises. Il y a un rapport du Conseil économique, social et environnemental qui a été adopté l'an dernier, intéressant là-dessus. Les seniors travaillent plus que par le passé, et cela évidemment nécessite que dans les entreprises, on ne considère pas qu'une personne qui a 45 ans ou 40 ans n'ira plus en formation parce que c'est plus la peine, et à 50 ou 55 ans est déjà catalogué au-dessus de la porte de son bureau, on écrit vieux. Bon. Oui, il y a une expérience, il y a une transmission, et contrairement à ce que l'on peut croire, si l'on met à la retraite des seniors, on ne libère pas pour autant l'emploi pour les jeunes. Ouais. Alors, on va regarder cette étude publiée ce matin dans Les Échos. C'est un sondage ELAB, Radio Classique, Les Échos. C'est la retraite par points. On va regarder ensemble ma tablette. Ça montre que finalement, les Français sur cet aspect, parce qu'il y a différents aspects dans ce qui nous est présenté. Il y a la retraite par points. La retraite par points, je rappelle, vous l'avez fait tout à l'heure, mais c'est utile de le redire, qu'elle ne supprime pas la solidarité intergénérationnelle. Donc, au fond, aujourd'hui, les Français, très majoritairement, ils sont plutôt favorables ou très favorables à une retraite par points. C'est-à-dire qu'ils ont parfaitement compris le système. Mais quand on pose la question, et là on va voir deux infographies qui sont des compléments tout à fait intéressants, pour garantir, il y a cette conscience qu'il faut garantir l'avenir quand même, l'avenir des retraites. Les Français ne sont pas des gogos, ils savent très bien que ça se paye. Pour garantir l'avenir des retraites, plusieurs hypothèses. Augmenter les impôts pour les plus aisés, vous ne serez pas étonnés, 63% sont pour, favorables ou très favorables, 37% sont opposés ou très opposés. Puis deuxième hypothèse, pour garantir l'avenir du système, et là c'est un niet absolu, baisser le montant des pensions, vous en avez 93% qui disent non. Donc la question, au fond, la question qui divise aujourd'hui, c'est simplement, effectivement, cette question liée à la borne d'âge. Et là encore, j'en reviens à ma tablette, quand on regarde ce que pensent les Français, c'est toujours le même sondage. C'est toujours ELAB, Radio Classique et Les Échos. Est-ce qu'il faudrait augmenter ou diminuer l'âge légal de départ à la retraite? Il faut l'augmenter, et ils sont 21%. Tous les autres considèrent, l'immense majorité, considèrent que, en réalité, il faut soit le maintenir, soit le baisser. Donc c'est dans cette équation, vous êtes bien placé à l'Institut supérieur du travail pour savoir qu'il y a la technique, les mesures, et puis il y a la faisabilité. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des réformes contre les gens, même si c'est pour leur bien. Vous êtes d'accord? Exactement. Exactement. Nous sommes dans une équation à caractère politique.
techniquement, on sait comment résoudre la question. Ou on augmente les cotisations des actifs, mais là, le coût du travail devient trop lourd, ou on diminue les pensions, ça on ne le peut pas, pour des raisons politiques, parce que les retraités, ils font plus grève, mais ils votent. Un, ils votent, deux, ils consomment. Et ils consomment, et également pour des raisons purement économiques, c'est que le montant moyen des retraites en France est de l'ordre de 1 400 €. C'est à peu près comme ailleurs en Europe. Ce ne sont pas des retraites extraordinaires. Bien, donc la seule réponse possible, c'est évidemment d'allonger de façon technique et pas politique l'âge de départ à la retraite. Maintenant, la mesure concernant à taxer les plus riches ou à verser moins de retraite à ceux qui ont versé beaucoup d'argent dans leur vie professionnelle parce qu'ils ont gagné de bons revenus, c'est une mesure, je vais être un peu vif, mais un peu démagogique. Ça ne va pas remplir les tonneaux des caisses de retraite de milliards d'euros. On aura coupé un peu la tête des plus riches, on n'aura pas rempli forcément les poches des plus pauvres. Alors, il reste un obstacle technique. J'ai commencé tout à l'heure par vous parler des retraites dans la fonction publique. J'expliquais que le taux de cotisation de l'employeur, l'État, il est très élevé. En fait, on ne sait pas exactement, puisque ça n'est pas séquestré dans un compte, c'est plutôt financé par l'impôt. Il y a cette enveloppe de 42 milliards d'euros, c'est l'État qui paye chaque année, c'est une sorte de subvention d'équilibre, les retraites de ces agents. Et on nous dit chez Delevoye, on va mettre tout le monde au même niveau. Je ne vois pas très bien, Bernard Vivier, comment on va passer d'un taux de cotisation de l'employeur de 74%, ne serait-ce qu'à 30%. Je ne vois pas très bien comment on va faire. Si on met tout le monde dans le même tonneau, dans le même sac, finalement, c'est peut-être très difficile de le dire, mais les salariés du privé vont payer beaucoup plus pour accueillir les retraités du public. Alors, il y a l'impôt, il y a l'État. Et nous sommes dans un dispositif où aujourd'hui, l'État a fiscalisé quantité de dispositifs de protection sociale qui, naguère, on ne dit pas jadis, mais naguère, étaient gérés par le patronat, les syndicats. Soit l'assurance chômage, la formation professionnelle. Et on voit aujourd'hui que les retraites complémentaires qui restent gérées dans un cadre paritaire, employeur-salarié, et bien gérées d'ailleurs, ce sont des dispositifs qui sont en train de filer dans le grand tout de l'État. Donc en fait, nous sommes aujourd'hui dans un dispositif qui se profile pour être un régime de retraite universel, mais sous contrôle étatique. Ça veut dire que, pour utiliser une expression simple, les fourmis vont abonder les cigales ? Oui, le propos est un peu difficile parce que le système public est un système de cigales. Attention, ça ne veut pas dire que les fonctionnaires soient des cigales. Non, mais sont des cigales. Je me reprends. C'est une formule certes facile, mais le dispositif, oui. L'État ne fait pas attention à ses dépenses. On le voit sur le temps de travail des fonctionnaires. Il y a eu des rapports sur la fonction publique territoriale effrayants, avec entre le public et le privé en temps de travail. Il peut y avoir à peu près un mois d'écart entre le temps de travail des salariés du privé et le temps de travail des fonctionnaires. Alors certaines catégories de fonctionnaires, évidemment, doivent être la police, les enseignants, ils ont des calculs d'horaires qui ne sont pas toujours faciles, mais globalement, dans la fonction publique, il va falloir passer aux 35 heures, c'est-à-dire 32, 33, 34, 35. Oui. Tout à l'heure, j'évoquais avec Stanislas Gaudron, qui était l'invité de l'émission précédente, qui est syndicaliste de la police, le cas précisément des policiers. Il semble que l'intention du gouvernement, ce soit de séparer ce qu'on appellerait les policiers d'actifs des autres, des policiers de guichet. Simplement, il me répondait, vous savez, parfois le policier de guichet, il met son uniforme ou son brassard, et puis il va bosser avec les copains, il est sur le terrain. Il reste quand même un certain nombre d'obstacles pas tout à fait simples à régler. Et là encore, c'est pourquoi... Ça me fait penser aussi au grand débat. Ce sera compliqué de donner satisfaction à tout le monde. Il y aura toujours des cocus dans cette affaire-là, ou des gens qui se sentiront cocus, et il faudra leur apporter une réponse. Oui, il y a bientôt 3 ans, un député, Philippe Laurent, a fait un rapport sur le temps de travail des fonctionnaires. Bien, assez difficile. Et il le dit, la question est moins une question de rémunération. Les fonctionnaires, en grande partie, sont prêts à travailler davantage, mais par contre, à être mieux gérés.
en termes de temps de travail, d'aménagement des horaires, de protection sociale complémentaire, de conditions de travail. Et peut-être l'État est un très mauvais patron. Oui. Il ne paye pas très fort ses fonctionnaires. Il ne les paye même pas bien. Demandez à un professeur combien il est payé, qu'il soit dans le secondaire ou dans le public. Par contre, s'il les paye pas bien, il les gère très mal. Donc, c'est pas la question de la rémunération des fonctionnaires ou la question du nombre de fonctionnaires qui est première, c'est la question de la capacité de l'État à être un bon patron. Alors, jusqu'à présent, les relations entre les groupes, les populations, celles que vous évoquez, les fonctionnaires, les salariés du privé, l'État, tous les agents économiques, passaient par des syndicats. Et vous êtes le dirigeant de l'Institut supérieur du travail. J'ai une question toute simple, peut-être un peu bateau, mais ils sont où nos syndicats, là ? Ils ne le savent pas eux-mêmes. J'étais cette semaine en observateur au congrès de l'UNSA, une organisation syndicale importante, et avec beaucoup de lucidité et de raison, le secrétaire général sortant a eu un propos dans son présentation de son rapport d'activité un peu sévère sur le président de la République, et notamment sur l'affaire des Gilets jaunes, et en même temps lucide sur l'état du mouvement syndical dans son ensemble. Les organisations syndicales n'ont pas vu le coup venir, mais ça... Personne ne l'a vu venir. Non, personne ne l'avait vu. Mais n'ont pas pu et ne sont pas aujourd'hui en capacité de rebondir sur une des revendications importantes qui est celle du pouvoir d'achat. Il faut dire que le président de la République continue à les laisser gentiment, méchamment, sur le bord du chemin. Donc aujourd'hui, la sortie de crise des Gilets jaunes se fait toujours dans une sorte de face-à-face entre l'Élysée et le peuple. Bon, en évitant que ce soit le face-à-face entre l'Élysée et la foule. La différence entre le peuple et la foule est importante. Bien sûr. Le peuple, c'est une force collective structurée, organisée, avec une volonté. La foule, elle est par définition dangereuse, bête et méchante. Mais quel est le calcul du président de la République là ? Les syndicats ont des qualités, des défauts dans ce pays. On leur a trouvé parfois plus de défauts que de qualités, d'ailleurs. Enfin, ça a toujours été des instances. C'est-à-dire que dans un conflit, il faut à un moment trouver un point d'accord. Pour trouver un point d'accord, il faut avoir en face quelqu'un qui ait la capacité, le mandat à négocier et à signer cet accord. C'est ce qui donne aussi cette impression de cafouillage, là. Cette espèce de démocratie collective, démocratie populaire, au sens où vous l'entendiez, démocratie de la foule, elle est aussi extrêmement malsaine parce qu'on ne voit pas très bien comment on peut en sortir. Oui, les organisations syndicales, mais aussi patronales, se sont déconnectées souvent de leur base. Le taux de syndicalisation a considérablement chuté. Il y a 3 fois moins de syndiqués en France qu'aujourd'hui. Et les syndicalistes ont aujourd'hui une belle capacité à discuter en haut avec le président de la République, avec l'employeur. Ils ont en grande partie perdu le sens du terrain, de la base, du carreau cassé. Comment vous l'expliquez, ça ? Comme le dit Philippe Martinez de la CGT. Bien. Or, pour cette sortie de crise, nous avons besoin d'acteurs qui vont gérer la proximité. En politique, ce sont les maires ou les députés ou les sénateurs. Et en relations sociales, eh bien, ce sont les managers de proximité dans les entreprises, l'encadrement de terrain, et puis qu'il faut former, qu'il faut continuer à mettre en situation de capter les signaux faibles, les irritants sociaux, et puis ce qu'on appelait autrefois les délégués du personnel, les militants de terrain, pour justement faire remonter ces préoccupations, les prendre en compte, les porter auprès des instances supérieures et contribuer à réguler la vie sociale. Est-ce qu'on signe toujours autant d'accords d'entreprise en France ? Oui, ça veut dire, alors, j'attendais la réponse, mais ça veut dire donc que finalement les syndicats s'entendent mieux avec les patrons qu'avec l'État ? C'est sur un autre registre. Dans les entreprises, on signe à peu près chaque année entre 34 000 et 38 000 accords. Alors, tous sont peut-être pas très engageants, ça peut être des accords... Non, mais des accords mais c'est important quand même. Des augmentations de salaire, des versements de primes de participation, des aménagements d'horaires, des actions sur la formation. Enfin non, c'est sur l'égalité professionnelle, sur la qualité de vie, sur la pénibilité. La vie tous les jours se fait sur le terrain. Dans les entreprises, dans les branches aussi, qui ont un rôle de régulation entre les différentes entreprises d'un même périmètre professionnel. Donc nous avons un système social qui est un système de régulation mis au point. Et dynamique. Enfin, si j'en crois ce que vous me dites, il est dynamique. C'est-à-dire que la réalité, une fois qu'on a soulevé le couvercle, il y a les apparences.
effectivement des partenaires sociaux qui sont plutôt hors jeu dans le débat national, mais en réalité, dans les entreprises, dans les branches, ça marche. Bien sûr, et c'est la force d'une société de ne pas voir se confronter, comme on vient de le voir depuis 4 mois, le haut et le bas, en oubliant les strates intermédiaires qui ont un rôle de régulation sociale. Dernier élément, est-ce que ce qui sortira du grand débat sera nécessairement ce qui doit plaire à la CFDT ? Ah, question très vive. La CFDT s'est sentie meurtrie de ne pas être considérée à la hauteur de la qualité de ses propositions. Et de fait, la CFDT est, sur l'ensemble de l'échiquier syndical, une organisation qui a une belle capacité de proposition. Presque trop, c'est-à-dire que pour un dirigeant d'entreprise, comme pour un président de la République, elle est un peu, voici mes solutions, monsieur le patron, monsieur le président de la République, voici, appliquez-les. Ayant été un peu vexée de ne pas avoir été bien traitée, eh bien, elle s'est un peu rétractée. Elle joue aujourd'hui une partition avec Nicolas Hulot et d'autres organisations syndicales ou associations pour dire nous avons un pacte, un projet social, environnemental. Donc presque une démarche à caractère politique, c'est-à-dire d'organisation de la société. Et la CFDT est dans le sens des évolutions en cours. Elle n'est pas la seule. Il y a la CFE-CGC, l'UNSA, la CFTC, d'autres organisations. Il y a un ensemble aujourd'hui de syndicats qui, en France, poussent à la réforme et non pas à la rupture. Bien, merci beaucoup Bernard Vivier, directeur général de l'Institut supérieur du travail. Dans un petit instant, la deuxième partie de Périscope avec Marie Vissot, ma consoeur du Figaro. On va évoquer le sujet social, mais aussi la question fiscale, parce que il semble bien que c'est aussi au cœur des propositions que font les Français. On verra ce qui est probable et ce qui est possible. À tout de suite. Je vois un risque du débat, je l'évoquais tout à l'heure rapidement, c'est l'individualisme. C'est de dire la réponse au débat, ça doit être 66 millions de réponses. Et ne bougez pas, j'ai mon chéquier dans la poche et je vais vous faire une réponse à chacun, ce sera bien. Marie Vissot, bonjour. Bonjour Pascal. Journaliste au Figaro. Bon, ça dit beaucoup de choses là, ce qu'on vient d'entendre. On se pose la question aujourd'hui de la sortie du grand débat. Qu'est-ce qu'on observe ? On observe que ce qui remonte majoritairement du pays n'est pas nécessairement ce que souhaitaient les Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il y a deux fréquences. Il y a même parfois un peu de friture sur les fréquences. Il y a beaucoup de RIC du côté des Gilets jaunes, et puis il y a un peu plus d'égalité fiscale peut-être du côté des Français, et puis il y a cette déclaration de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, c'était cette semaine dans les Échos. Notre ligne, dit-il, notre ligne, c'est de prêter la plus grande attention aux classes moyennes qui travaillent. Ce ne sera pas simple, ça paraît simple, les choses paraissent comme ça à peu près abouties, mais on a tous plus ou moins le sentiment d'une forme de confusion quant à la sortie concrète de ce grand débat. Alors vous avez raison, ce ne sera pas simple. Et d'ailleurs le temps que ça prend en est certainement la meilleure preuve. Ouais. Alors la dichotomie que vous évoquiez entre d'une part les revendications des Gilets jaunes et d'autre part les revendications des Français, moi je la nuancerai un tout petit peu par un point qui est que tout le monde veut de l'argent. Du pouvoir d'achat. Je dis l'argent un peu de manière provocatrice. Mais... Est-ce que je partage avec vous cette réflexion. Vous êtes sûr de ça ? Eh ben, moi, je me demande, j'ai une autre idée qui est un peu complémentaire de la vôtre. J'ai vu beaucoup de gens se plaindre de leur situation, mais souhaiter d'abord que les autres gagnent moins. Alors ça, c'est la version affreusement pessimiste qui existe d'une partie de la société. C'est je veux aller mieux que les autres, et pour ça, il faut que les autres aille moins bien. C'est l'aspect qui nous fait penser que peut-être il faudra prendre un peu d'argent du côté des Français les plus aisés. La majorité a tout un tas d'idées là-dessus pour se dire prenons là où il y a un peu plus d'argent pour redonner aux autres. Dans les niches fiscales notamment. Dans les niches fiscales. Rabot, scie, coup de marteau. Cette réflexion sur une tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu, de taxer davantage les grosses successions. Enfin, il y a tout un tas d'idées qui circulent. L'Élysée n'est pas fan. Le chef de l'État, il n'est pas fan de ces idées, de ces idées-là. Si ce n'est qu'il y a un moment où il va falloir qu'il donne un gage, un espèce de symbole, une mesure concrète qui dira oui, vous, gilets jaunes, je vous ai entendu. Il aura une autre réponse pour les Français, mais il faudra cette espèce de symbole. Oui, vous aussi.
et même vous spécifiquement, Ouais. je vous ai entendu. Alors, faire payer les riches, quelqu'un n'en est pas convaincu. C'est Nathalie Arthaud qui était ce matin chez nos amis, vous n'êtes pas étonnés, moi non plus, Nathalie Arthaud qui était ce matin chez nos amis de Télématin sur France Télévisions, qui affirme que Macron ne prendra rien aux riches. Écoutez-la. Moi, je suis sûre et certaine que Macron n'ira pas prendre dans la poche des plus riches. Voilà. Et si vous êtes Il contredite? n'ira pas prendre sur les profits. Il ne demandera rien à ces grands groupes industriels et financiers qu'il sert depuis le début. Donc, à partir de là, où va-t-il prendre l'argent? Eh bien, dans notre poche. Alors, on va poser... Oui, une réaction? Non, mais effectivement, quand elle dit Macron ne prendra pas d'argent aux riches, Macron, il n'a pas envie de prendre d'argent aux riches. Il sait que ce sont les riches qui consomment, qui investissent, qui développent l'économie. C'est bien pour ça qu'ils prennent des risques. Bien sûr qu'il n'a pas envie de prendre aux riches et qu'il n'a pas non plus envie, pour le plaisir, de prendre aux grandes entreprises dont elle parle, parce que ce sont les grandes entreprises dont elle parle qui créent de l'emploi, qui font de la croissance. Et qui payent beaucoup d'impôts en France, alors que souvent... Leur chiffre d'affaires se fait en dehors. Se fait à l'étranger, bien sûr. En dehors de France. Donc, c'est pas un mal de ne pas aller prendre, par principe, l'impôt des riches. Et puis, je crois qu'Emmanuel Macron, on n'en sait rien, hein, mais il est en train davantage d'essayer de créer un projet de société que de se dire, je vais aller grappiller par-ci, par-là, redonner par-ci, par-là. C'est ça presque le problème. C'est qu'il y a des tas de revendications, des tas de revendications, y compris catégorielles. Hein. Il a dit qu'il n'y aura pas de réponse catégorielle, donc il va décevoir des gens. Mais parce qu'il est davantage en train de créer une réponse de société qui peut décevoir aussi. Vous avez, je reboucle ça avec ce que vous me disiez pour commencer. Vous disiez pour commencer, les Français, ils veulent de l'argent. Le projet de société arrive après. Est-ce que ça ne risque pas d'être, comme je l'ai entendu, un peu déceptif? Moi, je suis preneur d'un projet de société. Tout le monde doit l'être, d'ailleurs. Enfin, il y a des urgences et, comme vous le savez, l'État n'est pas une fiction dans laquelle chacun s'enrichit au détriment de tous les autres. C'est pas possible. Bien sûr. Et le point de départ du mouvement, c'était effectivement des questions de pouvoir d'achat. Et de fil en aiguille, on en arrive à un projet de société. Au milieu de tout ça, il y a des millions et des millions de déçus. Même si peut-être que intellectuellement, à long terme, le projet de société que présentera Emmanuel Macron sera peut-être le bon. On n'en sait rien. Il parle déjà beaucoup de décentraliser, redonner du poids et du pouvoir aux régions, parce qu'il a compris que les gens voulaient davantage de proximité, y compris dans les services publics, ce qui voudra dire aussi leur donner davantage de responsabilité. Pas évident, ça, comme projet. Enfin, voilà, il y a tout ça qui se mélange et qui, effectivement, vous avez raison, peut décevoir à la fin certaines revendications. Alors, la politique, c'est aussi et surtout de l'économie. Je vous propose de revenir un petit peu en arrière, puisqu'on parle de fiscalité, qu'il y a des réclamations s'agissant de la fiscalité. On va examiner la période de 2015-2017. Vous allez voir que l'ancien gouvernement, le gouvernement de François Hollande, il a rendu une partie de pouvoir d'achat aux Français les plus modestes. Il y a 12 millions de ménages en France qui ont reçu 6 milliards de baisse d'impôts. Depuis, d'ailleurs, le seuil, depuis les années passées, le début du mandat de François Hollande, la fin du mandat Sarkozy, le début Hollande et aujourd'hui, il y a une évolution également dans ce qu'on appelle l'entrée dans l'impôt. Le seuil d'entrée dans l'impôt, il recule. En 2012, pour un célibataire, c'était par exemple, on commençait à payer des impôts à 13 275 € de revenus par an. En 2017, il s'est passé 5 ans, pour la même personne, pour un célibataire, le seuil d'entrée dans l'impôt, c'est 16 410 €. Les mesures fiscales qui ont été prises ont rééquilibré, contrairement à ce que j'entends dire assez souvent. Finalement, la fiscalité, elle redistribue les revenus, enfin, elle produit un rôle en matière de solidarité. Vous prenez 2014-2017, toutes les mesures fiscales. Vous avez 30% des ménages les plus modestes qui ont bénéficié d'une baisse de l'impôt sur le revenu pour ceux qui les payent. Pour ceux qui payent l'impôt sur le revenu, de 1 à 5%. À l'inverse, vous prenez les 30% des plus aisés, eux ont subi une hausse de l'impôt sur le revenu de 1 à 5%. Donc ça veut dire quoi, Marie Vizot? Ça veut dire que quand on rentre dans le détail, il y a déjà des choses qui ont été faites et on s'interroge en se disant pourquoi est-ce que ça n'est pas vu? Pourquoi est-ce que ça n'est pas visible, en tout cas
par ceux à qui ça s'est adressé. Alors, parce que ça s'adresse, pardon. Quand on rentre dans le détail et qu'on regarde vraiment précisément les graphiques que vous venez de préciser, il manque la période 2012-2014 dans votre schéma, qui est le moment où François Hollande augmente les impôts considérablement. C'est le choc fiscal, ce qui aboutira au fameux ras-le-bol fiscal. Parce que en début de quinquennat, il faut assainir les finances publiques, on a les agences de notation sur le dos, c'est encore la période où les agences de notation sont toutes puissantes, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et donc, François Hollande, il augmente les impôts pour que les choses aillent mieux sur le front des finances publiques. On va revenir juste à la première infographie. On va la préparer en attendant, parce que vous avez raison, c'est celle qui parlait de 2015-2017. Voilà, exactement. Oui. Ensuite, par contre-coup, il n'a d'autre choix que de baisser les impôts pour répondre au fameux ras-le-bol fiscal qui arrive dès fin 2013, début 2014. Voilà, c'est ça. Juste d'un mot, 6 milliards, c'est 6 milliards aux 12 millions de ménages, avaient été pris, vous avez raison de le préciser, pris en début de quinquennat. On a rendu, au fond, aux contribuables ce qu'on leur avait chippé. Ce qu'on leur avait pris. Oui, exactement. Et donc, depuis, c'est vrai que les impôts continuent de baisser, bien sûr, et la redistribution est de plus en plus importante. C'est le modèle social français qui fait que très, très progressif, pour redistribuer aux moins aisés. Il y a des études de l'INSEE dont on parle dans le Figaro qui sont très bien faites, que vous pourrez retrouver. Voilà. Régulièrement. Je dois vous dire qu'on lit régulièrement le Figaro, comme les Échos par exemple. Alors les 3 vœux prioritaires des Français, si on les résume, si on fait une synthèse de ce qui remonte du grand débat, c'est d'abord la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité. On va y revenir dans un petit instant. C'est un impôt symbolique pour tous. Alors là, il y a une hostilité du président de la République et il n'a pas tort. Il n'a pas tort parce que tout le monde paye un impôt qui s'appelle la CSG. C'est un impôt qui est proportionnel, il est proportionné aux revenus, tout le monde le paye. Et puis le troisième élément, qui est une espèce de ligne rouge, manifestement, c'est le retour de l'ISF. Qu'est-ce que ça vous inspire, là, ces 3 priorités ? Ça confirme ce qu'on se disait dès le début de cette émission, c'est que ce sera très compliqué. Parce que vraisemblablement, ces 3 priorités, Emmanuel Macron n'y répondra pas. Le retour de l'ISF, il en a effectivement fait une ligne rouge. L'impôt symbolique pour tous, qui est en fait l'impôt sur le revenu symbolique pour tous, puisque comme vous le disiez, il y a la CSG, mais il y a aussi la TVA, qui est un impôt payé par tous. Mais qui est indirect. C'est pas un impôt républicain. Il est vraiment pas favorable à ça. Et le troisième, qui est la TVA sur les produits de première nécessité, il l'explique très bien à l'Élysée. Ils disent, les gens traduisent ça par une baisse de la TVA sur ces produits-là, mais ils veulent juste que le prix de ces produits-là baisse. Or, une baisse de la TVA ne garantit pas que les industriels baisseront le prix au final pour les gens. Écoutez précisément ce que dit Madame Buzyn à ce sujet. Alors, elle ne parle pas des industriels, mais elle parle d'une autre catégorie d'agents économiques. Écoutez-la. C'est une mesure qui est évidemment très séduisante. Le problème que nous avons, c'est que nous n'avons absolument pas la preuve que lorsque nous diminuons la TVA, ce soit les consommateurs qui en profitent. Ce sont souvent les distributeurs qui augmentent leurs marges. Est-ce que c'est sur la table ? On a observé dans la restauration, on a bien vu que quand la TVA de la restauration a baissé, eh bien, ce ne sont pas les prix des repas qui ont baissé, ce sont les restaurateurs qui ont pris cette différence. Donc, en réalité, si ça ne bénéficie pas aux consommateurs et que ça bénéficie aux grands distributeurs, je pense que nous aurons tout perdu. Alors elle a raison, c'est effectivement les industriels et les distributeurs qui peuvent se permettre de se sucrer un petit peu au passage s'ils le veulent. L'État ne pourra rien maîtriser. Sauf à en revenir à une économie administrée, alors avec des prix pilotes. On sait. Voilà. On sait où ça mène. Voilà, on l'espère pas. Bon, très bien. Sur qui, à votre avis, sur quelle force le président de la République peut compter là pour sortir de ce grand débat ? Quels sont, si on faisait une matrice, vous savez, les forces, les faiblesses, les risques, les opportunités sur qui, d'abord, il peut s'appuyer aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez que les Français sont prêts à apporter leur concours à un changement qui ne serait pas nécessairement une très grande révolution, mais prêts à faire quelques efforts pour changer leur situation et apporter leur contribution à une solution d'ensemble? Alors c'est toute la difficulté, c'est-à-dire que les Français en général ils veulent bien que des efforts soient entrepris, mais il faut pas que ça les concerne eux personnellement. C'est là tout le paradoxe. Sur quoi il pourra s'appuyer? Il pensait pouvoir s'appuyer sur ce grand débat, c'est-à-dire que lundi prochain, le Premier ministre nous fait la restitution des propositions des Français et du grand débat. On reste dans le commentaire de texte, là. On reste dans le commentaire de texte.
Sera présenté à l'occasion du discours du Premier ministre les conclusions des agences de conseil, des cabinets de conseil qui ont travaillé. Alors moi, je vais vous raconter juste une petite anecdote. Ouais. C'est que je suis partie en immersion chez Roland Berger, qui est un des prestataires, qui a été sélectionné par l'État avec Opinionway, pour disséquer les propositions des Français. Ils sont compliqués, les Français. Donc j'ai passé pratiquement 4 jours avec eux pour voir comment ils travaillaient déjà et ce qui en remontait. Donc il y a les Français qui ont des idées sur tout et qui proposent des tas de choses. Ceux-là seront déçus. Il y a la moitié des contributions qui sont des courriers des Français qui racontent leur malheur. C'est très touchant, c'est très poignant, mais ces Français-là attendent qu'on leur apporte ils ne proposent rien, ils attendent qu'on leur apporte sur un plateau une solution. Du réconfort aussi peut-être ? Peut-être du réconfort, mais eux risquent d'être déçus aussi. Et il y a des Français qui ont des idées très précises et très arrêtées sur des sujets très spécifiques de ce qu'ils veulent. Beaucoup d'écologie, beaucoup de questions de santé qui n'étaient pas initialement dans le grand questionnaire proposé par Emmanuel Macron. Beaucoup d'histoires d'EHPAD, beaucoup d'histoires En fait, le confort social, c'est notre environnement social. Oui, il y a une inquiétude, alors que... de vie quotidienne, vraiment Et alors ça, comment Emmanuel Macron se débrouille avec ce genre de contribution ? Écoutez, les quelques pistes qu'on a tracées, c'est effectivement un aménagement fiscal, peut-être quelques coups de pouce en matière de revenus, de pouvoir d'achat. C'est aussi... la troisième étape de la décentralisation. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la proximité permettra de régler beaucoup des difficultés. En réalité... Ça en prendra le chemin. D'après ce qu'on comprend, ça va en prendre le chemin. Ça va en prendre le chemin. C'est-à-dire qu'on va déléguer des compétences additionnelles aux acteurs des collectivités locales, où on voit bien que c'est l'endroit où se prennent les décisions aujourd'hui. C'est-à-dire, au fond, quand vous disiez grand projet, ça replacerait l'État dans son lit, comme on remet une rivière dans son lit, c'est-à-dire c'est un rôle d'harmonisateur, il est là pour lisser les situations, pour éviter qu'il y ait des inégalités, puis on déléguerait l'opérationnel donc à des acteurs locaux, les entreprises bien sûr, qui ont un rôle à jouer, les collectivités, les élus. Eh bien pourquoi pas ? Pourquoi pas considérer que ce sont les régions qui savent quelles sont les entreprises qui ont besoin de soutien, quelles sont les populations qui ont davantage besoin d'aide que d'autres ? C'est un pari de faire ça. C'est risqué. Elles ne savent pas forcément le faire. Mais elles l'ont déjà plutôt bien fait. Elles l'ont bien fait sur les compétences économiques. Sur les compétences économiques, sur la formation. Vous savez qu'il y a une enveloppe, d'ailleurs je veux consacrer un périscope à ce sujet, il y a une enveloppe de 6,5 milliards qui est décentralisée et on s'aperçoit que quand on donne la main aux régions, quand les régions ont la main sur la formation, on trouve très rapidement des solutions. Merci en tout cas, à vous. Marie Viseau, et lisez le Figaro. À bientôt. Pardon, il faut aller vite. Il faut aller très vite. Pardon. Alors, juste, Soisy, Kemener, André Berkoff, on parlera nous aussi de l'atterrissage du grand débat. Que peut décider le président de la République et puis cette fameuse restitution, c'est l'étape suivante. Voilà, c'est tout de suite, quelques instants, le débat, le nôtre. Le nôtre, autour d'Arlette Chabot, comme chaque jour. Merci de votre fidélité, à lundi et bon week-end. Au revoir.